Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo séjourne depuis quelques heures à Brazzaville où il échange avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Après donc son élection à la tête de la RDC, le président Tshisekedi entreprend une première tournée dans la sous-région, notamment en Angola, au Kenya et chez nous. Brazzaville paraît donc comme une étape stratégiquement importante. Pour ce faire, avec quelques experts sur ce plateau, nous allons décortiquer les différents enjeux qui entourent cette première visite officielle de Félix Tshisekedi à Brazzaville. Sur ce plateau, avec moi, à ma gauche, Monsieur Constant Ebarapeya, politologue. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, bonsoir. À ma droite, M. Arsène Séverin. M. Arsène Séverin est directeur général de Vox Media, mais il intervient exceptionnellement sur ce plateau en qualité de journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Marie-Paul. De l'autre côté, nous avons M. Alphonse Ndongo, analyste économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Marie-Paul. Enfin, M. Alain Nkwala, avec nous également sur ce plateau. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Nous allons commencer par M. Constant Ebarapeya. Vous avez ce privilège. Est-ce que, sur le plan protocolaire, le fait que Brazzaville soit choisi comme dernière étape de cette tournée a un impact sur la diplomatie entre les deux pays? Bon, d'abord, merci de m'avoir associé à ce débat. Je pense que Brazzaville, de mon point de vue, aurait dû abriter la première sortie officielle du président Félix Tshilombo dans la sous-région. D'abord, il y a des éléments symboliques qui montrent que, sur le plan de la seniorité, le président Sassou est au pouvoir, est plus ancien par rapport au président Kenya et au président angolais. Et le deuxième élément, c'est que Brazzaville partage une large frontière avec la RDC. Déjà, à partir de ces éléments symboliques, on aurait dû penser que la première visite serait réservée à Brazzaville. Maintenant, au-delà de cet aspect, il y a d'autres considérations qui ont fait peut-être que le président Félix Tshisekedi réserve sa première sortie à l'Angola, lorsqu'on constate qu'aujourd'hui, l'Angola, c'est la première puissance militaire en Afrique centrale. Et vous avez également le Kenya qui, du point de vue du développement économique, est supérieur à notre pays. Et puis le soutien reçu, accordé à M. Tshisekedi par le chef de l'État kenyan. Et si mon souvenir ne me trompe pas, il était parmi les rares présidents à être présent à son investiture. Donc tous ces éléments ont fait en sorte que le président réserve d'abord en priorité sa sortie à l'Angola, ensuite au Kenya et puis au Congo. Maintenant, le fait que le Congo reçoive le président Tshisekedi en troisième position, ça ne peut pas se causer un enjeu diplomatique ou bien une crise diplomatique. Peut-être qu'on a pensé commencer par les petits et puis terminer par le sage. À partir du moment où, lorsqu'on a pris les petits conseils, on viendra recevoir les grands conseils du grand sage. On va prendre l'avis de M. Alain Nkwala à propos. Oui, je pense que c'est sur cette conclusion, ce dernier point que je vais abonder. Vous savez que Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, a des relations assez particulières avec Raoula Odinga, celui qui est l'opposant du président kenyan. Et c'est lui qui a fait en sorte que le président kenyan fasse la connaissance du président Tshisekedi. Vous savez que c'est le Kenya qui a abrité l'accord stratégique qui a été conclu entre mon ami Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi. Donc c'était quelque part normal qu'il fasse ce déplacement pour aller marquer une espèce de signe de reconnaissance. On connaît l'importance de l'Angola. Maintenant, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, je dis qu'effectivement, la dernière étape que constitue Brazzaville, c'est une forme non seulement de retour à la maison, mais en passant par celui qui quand même a plus que de la bouteille au niveau donc de la sous-région, pour qu'il puisse recueillir effectivement des conseils avisés et s'abreuver à la source de la sagesse que constitue notre chef de l'État. Donc diplomatiquement, c'est beaucoup plus un point que quelque chose qu'on peut considérer comme un handicap.
Monsieur Alphonse Tongo, votre avis, quel impact diplomatique pour ce choix porté par Monsieur Félix Tshisekedi à Brazzaville comme dernière étape de sa première tournée dans la sous-région? Je vois un peu les choses autrement. On se serait attendu à ce que Félix Tshisekedi... Lapsus révélateur. Voilà. Félix Tshisekedi réserve d'abord sa première visite à Brazzaville. Pour la simple et bonne raison, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que Brazzaville, quand même, c'est le pays le plus voisin, n'est-ce pas? Et ensuite, le président Sassou est nanti d'une forte expérience en termes de gouvernance politique. Et on sait aussi qu'il s'est impliqué dans la crise, n'est-ce pas, en RDC. Et en même temps, si on ressuscite l'histoire, peut-être qu'il fallait qu'il fasse le contraire de ce que Mobutu a fait, parce que fait le maréchal Mobutu, on le sait, sous l'effet du schisme Est-Ouest, les relations entre les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville, n'étaient pas au beau fixe. Même si, évidemment, on faisait semblant, n'est-ce pas, d'utiliser, alors, au sens réel du mot, la diplomatie. Et que, lorsque Kabila père arrive, beaucoup de méfiance avec les ex-FAS, les ex-DSP qui se sont réfugiés chez nous, et même, pourquoi pas, certains interarmés. Donc, tout cela a créé une méfiance. D'ailleurs, je me souviens, au temps fort de la guerre du 5 juin, lorsque un obus tombait à Kinshasa, Kabila nous a envoyé 5. Donc, c'est autant dire qu'il y avait beaucoup de méfiance. Kabila fils, tel père, tel fils. Évidemment, c'était des relations purement diplomatiques. Ce n'était pas franchement des relations assez chaleureuses. Alors donc, on se serait attendu que Félix Tshisekedi essaie de rompre avec ce passé pour quand même réserver la primeur de sa première visite, pourquoi pas, à Denis Sassou Nguesso. Il n'en est rien. Je ne peux pas penser que c'est parce que absolument le président Sassou, il a un peu plus de la bouteille et qu'il peut lui apporter en termes de conseils qu'il a préféré y passer la nuit. On sait très bien, quand vous quittez Kinshasa pour aller à Luanda où il était, ça fait 1h20 de vol. Et si vous faites Luanda-Nairobi, j'ai déjà fait cette ligne, vous avez 4 heures de vol. Et puis il redescend, n'est-ce pas, pour 3 heures de vol à Brazzaville. Je pense qu'il pouvait, à mon humble avis, faire 15 minutes de traversée du fleuve et venir quand même voir le président Denis Sassou Nguesso. Ce sont des éléments très importants en matière de diplomatie. Vous savez, vous allez regarder sous la Ve République en France, vous avez Hollande, qu'il s'agisse de Chirac, Hollande, Sarkozy et même Macron. Vous savez à quel pays il réserve souvent la première visite? C'est quand même à l'Allemagne. Donc, l'importance de l'Allemagne est telle que il faut absolument aller voir quand même, n'est-ce pas, les Germains, comme on dit. Donc, moi, je suis quelque peu, j'espère que dans les discussions qui certainement vont se passer entre le président Sassou et Félix Tshisekedi, qu'il y aura certainement une autre façon de voir les relations entre Brazzaville et Kinshasa. Surtout que je pense, enfin, selon certaines indiscrétions, il y a peut-être une diplomatie rampante. Parce que d'une manière ou d'une autre, le président Sassou connaissait feu Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, alors excusez-moi. Ils avaient des relations assez soudées, notamment avec le fils. Je crois qu'il y a même eu un missi dominici officieux du chef d'État congolais qui a rencontré, si on regarde les réseaux sociaux, suivez mon regard, rencontré Félix Tshisekedi, et certainement que c'est à partir de là qu'il y a eu tout cet arrangement pour que Étienne Tshisekedi, pourquoi pas, Félix, je suis désolé de par cette relation feu père, vienne cette fois-ci à Brazzaville. Monsieur Arsène Séverin, les 3 premières interventions vont pratiquement dans le même sens. Est-ce qu'on peut parler d'un mauvais choix de priorité pour le président Félix Tshisekedi? Non, je ne pense pas qu'on parle d'un mauvais choix de priorité. C'est vrai qu'on pensera que les symboles en diplomatie sont ce qu'ils sont, mais il y a également aujourd'hui une diplomatie qui est plus dynamique, c'est-à-dire qu'on bouscule les us et coutumes de la diplomatie. Je vais vous partir d'une image, un ressortissant de la RDC que j'ai rencontré cet après-midi en lui posant peut-être la même question. Il disait oui, Brazzaville c'est derrière la maison, donc le président a commencé par là où c'est loin et il vient derrière la maison pour rentrer chez lui. Il n'est plus pressé, il peut rester 2 nuits à Brazzaville, il peut rester 3 nuits à Brazzaville parce qu'il est chez lui. C'est peut-être un réconfort, c'est peut-être trouver satisfaction en le disant, mais on sait que dans la diplomatie, il y a des symboles.
les premières visites, lorsqu'on les réserve, on sait que ces pays-là comptent. Ce qui est important, je pense, dans le cas de la RDC... Ça veut dire que, sans vous couper, on peut dire que le président Denis Sassou Nguesso peut se sentir frustré dans ce sens-là? Non, je pense qu'il ne pourrait pas être frustré dès lors que dans le paquet, les 3 pays choisis, le Congo, Brazzaville est dans ces 3 pays. Donc c'était déjà un choix assez judicieux. Et je pense peut-être qu'à la fin de cette tournée, à la fin de cette visite, le président Tshisekedi réserve peut-être le meilleur au président Denis Sassou Nguesso quand on sait le poids des dossiers qu'il faut discuter entre les 2 pays, les 2 capitales les plus rapprochées au monde. On sait qu'en Angola, il y a vraiment des gros dossiers, au Kenya aussi, mais beaucoup plus en Angola. Certainement, dans le cours de l'émission, nous reviendrons pour voir un peu ce qui peut peser dans ces discussions entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Monsieur Alain Akwala, quelle leçon tirée de la dernière élection présidentielle en RDC, peut-on y voir un modèle pour l'Afrique centrale? Sachant que c'est quand même une élection qui s'est passée dans une atmosphère assez pacifique, hein, quand bien même qu'on est passé de la majorité à l'opposition. Oui, à propos de ces élections, je pense qu'il faut rendre hommage au président Kabila, qui, lorsqu'il était en fonction, et moi dans une vie antérieure, j'étais son premier ministre accompagnateur ici à Brazzaville, lorsqu'il est venu pour la première fois, et ceci à 4 reprises. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une espèce de glaciation des relations, et je peux vous dire qu'au début, bon, on pouvait le croire par rapport à un certain nombre de complexité des relations, on va dire, internationales, avec un certain nombre d'influences extérieures, et je suis très bien placé pour en parler parce que j'ai vécu un certain nombre de choses, et j'ai parlé de Vital Kamerhe tout à l'heure en disant que c'était un ami parce que lorsqu'il était ministre de la Communication, j'ai fait une traversée à Kinshasa à l'époque je ne savais pas qu'il fallait passer par des notes verbales quand on devenait ministre. Donc j'ai pris le canot rapide, j'arrive à Kinshasa, on me dit non, ça se passe pas comme ça. Je dis écoutez, je traversais à Kinshasa pour aller au Réflexe, en boîte de nuit, maintenant je deviens ministre, il faut passer par les affaires étrangères. Donc il y avait une situation où grâce à la dextérité, j'allais dire, diplomatique de Vital, que nous avons quelque part, j'allais dire, désamorcé. Donc, après, c'est vrai, le président Kabila, de par sa nature un peu taciturne, pas très expressif et expansif, les relations étaient devenues vraiment de très très bonne qualité avec le président Denis Sassou Nguesso. Alors, les élections à Kinshasa, c'est un soulagement en général pour tout le monde, pour nous, pour la sous-région, pour l'Afrique et même le monde. Parce que vous savez que la RDC est dans une centralité géostratégique, géopolitique, géoéconomique qui est vraiment importante au niveau sous-régional, africain et mondial. Donc, oui, c'est un modèle qu'on peut, j'allais dire, comment dire ça, qui peut nous rendre quand même fiers. Parce que quelque part, nous sommes tous un peu au niveau de l'Afrique centrale, pointés par d'autres pays, comme, j'allais dire, le ventre mou de la culture démocratique. Nous sommes considérés comme le lieu qui est conflictuel par essence. Donc, ce qui s'est passé en RDC est à féliciter et c'est une satisfaction et donc un modèle pour d'autres pays en Afrique centrale, comme nous-mêmes au Congo, on l'a été à une époque. Monsieur Alphonse Ndongo, la RDC peut aujourd'hui être inscrite dans les annales de l'Afrique centrale comme modèle en termes d'organisation des élections présidentielles? À l'observation, comme le disait tantôt Alain Akwala, c'est vrai que dans une sous-région en proie à des conflits, n'est-ce pas, post-électoraux, et une sous-région où on sait très bien que, évidemment, les gens sont très critiques, hein, c'est quasiment la grande gueule lorsque vous êtes dans les deux Congos, au Gabon, au Cameroun. C'est vraiment une marque de fabrique, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Et je dois dire qu'il faut se féliciter, n'est-ce pas, de la manière dont l'avion, on peut le dire, n'est-ce pas, des élections en RDC a pu atterrir tout en douceur, parce que tout le monde avait peur, on se demandait qu'est-ce qui va finalement arriver. On avait encore en image, n'est-ce pas, l'histoire à peu près de la scène en Côte d'Ivoire, avec, n'est-ce pas, on le sait, des troupes qui étaient déjà aux alentours, n'est-ce pas, de notre pays, notamment au Gabon.
Bon, alors, tout le monde se demandait qu'est-ce qui va se passer. Et il y avait cette pression aussi, n'est-ce pas, de l'Église, notamment la SENCO, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de pression au niveau international. On le sait très bien que les enjeux sont assez énormes au niveau économique en RDC. Et donc, tout cela réuni, nous qui sommes à Brazzaville, parce que nous sommes la capitale la plus voisine et la plus proche, n'est-ce pas, de la RDC de Kinshasa, on se demandait comment est-ce que les choses vont se passer. Donc, on peut s'en féliciter. Sans vous couper, à votre avis, qu'est-ce qui a pu changer les choses à la dernière minute? Alors, ce qui a pu changer les choses, à tout seigneur, tout honneur, le président Kabila, je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, mais je peux dire qu'il a quand même fait preuve d'une certaine sagesse. Parce que lorsqu'il a fallu reculer, à un certain moment, on lui, n'est-ce pas, collait à la peau l'idée de vouloir absolument se succéder à lui-même. Et je sens qu'il a senti des pressions, il faut le dire, c'est ça aussi la sagesse. Il a lâché prise. Il a trouvé un candidat, donc un dauphin, notamment Chadari, et tout le monde voyait, voilà, ce sera un scénario à la russe. Et finalement, là aussi, il a su lâcher prise. Évidemment, quelle que soit la manière dont ça s'est passé, moi je ne suis pas dans les secrets de Dieu, ce que je retiens, c'est que la Cour constitutionnelle, qui est le seul organe habilité à donner des résultats, n'est-ce pas, en RDC, a donné le nom d'un candidat qui est notamment l'actuel président Félix Tshisekedi. Le reste, il faut, à mon humble avis, il faut maintenant regarder devant et voir comment est-ce que, à mon humble avis, on peut construire la démocratie dans notre sous-région. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que c'est une innovation de taille si en RDC, on utilise déjà les tablettes numériques, ce que les gens appelaient machine à voler. Mais vraiment, il faut qu'on avance, il faut pas refuser la modernité. Il ne faut pas refuser la modernité. Ouais. C'est exactement comme si, Madame Marie-Paul, vous êtes journaliste, tout autant que moi, vous voulez absolument toujours utiliser un stylo pour écrire au papier, alors que nous sommes à l'heure de la modernité, à l'heure du numérique, où on peut utiliser son smartphone, sa tablette, ou à défaut, un ordinateur. Et il faut que les gens, à mon humble avis, c'est une innovation en Afrique, que la RDC ait pu innover en ce sens. Félicitons nos amis, regardons les erreurs qu'ils ont commises et essayons, pourquoi pas, d'asseoir une démocratie en Afrique centrale, en regardant ce qui s'est passé en RDC, mais avec, pourquoi pas, un saut qualitatif. Loin de se mettre dans la peau du président Félix Tshisekedi, alors quel plaisir, encore quel honneur d'obtenir une victoire à l'issue d'une élection faite à travers ces machines à voter qu'il avait tant contestées, lui aussi. Ah ben oui, à un moment donné, il a essayé de les contester avant de se rendre compte à l'évidence qu'il fallait qu'on aille aux élections avec ces machines. Donc pour moi, il a fait preuve d'une certaine sagesse, lui aussi, parce que le candidat de la coalition Lamuka, notamment Martin Fayoulou, était celui qui ne voulait pas du tout en entendre parler. Et donc aujourd'hui, moi je pense, à lire les résultats qui ont été donnés, je peux dire que ça a été quand même pour moi, au moins une certaine révolution. À du contraire, monsieur Arsène Sévérin? Peut-être justement dans le même sens, mais peut-être je pense qu'il y a deux leçons principales qu'on peut retenir de tout ce processus électoral en RDC. D'abord, le fait que la République démocratique du Congo s'est fixé un défi, s'est donné un défi, celui de financer les élections qui ont eu lieu. Parce que souvent, un pays en telle situation, en difficulté, généralement, c'est la communauté internationale qui apporte des fonds pour organiser les élections. Mais le président Kabila s'est donné les défis d'organiser les élections avec le budget de la RDC et ils ont eu le temps, je pense, d'amasser assez d'argent pour organiser les élections. Et c'est ce qui a été fait. Je crois que c'est un pari gagné. Mais bien sûr, lorsqu'aujourd'hui on dit est-ce que c'est un modèle, je pense peut-être c'est un modèle mais à parfaire. C'est un modèle à parfaire parce que le processus est plein d'embûches. Le processus... À un certain moment, vous voyez, chez nous, en Afrique, quand on organise les élections, normalement, c'est l'État, le ministère de l'Intérieur, qui devait organiser les élections. Mais dans un processus où il est assez dualiste, assez antagoniste, il faut mettre de la confiance en tout le monde. On pense qu'il faut créer une commission électorale où il y a l'opposition, la société civile et le pouvoir en place. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est donc une victoire, je pense, à mon niveau, que c'est une leçon importante à tirer. Une deuxième leçon, c'est ce que Alphonse disait tout à l'heure, c'est cette nouvelle technologie, les machines à voter. Il y a des candidats qui n'en voulaient pas.
Mais après, ils ont fini par accepter. C'est qu'il y a une chose qui n'a pas permis que vraiment l'utilisation de la machine à voter aille jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le président de la commission électorale indépendante pensait qu'en utilisant à 100% les machines à voter, on devait avoir les résultats en si peu de temps. Malheureusement pour lui, parce que les résultats devaient être transmis directement par Internet sans que les fiches de vote ne soient imprimées. On a vu en cela une tentative de fraude, une facilité de frauder aux élections. Et donc, il fallait imprimer les résultats, ce qui a donné un grand retard. Et tout l'agenda, jusqu'à la prestation des serments du nouveau président qui devait être élu, tout a été chamboulé parce qu'il fallait avoir confiance, parce qu'il y a eu de l'appréhension dans la façon de mettre en œuvre cette nouvelle technologie. Donc, il y a des choses qui ont été mises de côté. Et le président, je me souviens encore, Colin Nangaa, qui regrettait, qui disait, moi, je me disais que si on allait utiliser à 100% les machines à voter, on aurait gagné du temps. On aurait gagné du temps. Donc, il y a des leçons à tirer. Nous-mêmes, nous avons eu, par le passé, une dizaine de bulletins pour une élection. Mais après, la technologie a avancé, les gens la critiquent, les gens ont pensé qu'on ne peut pas continuer à avoir une cuillère de bulletins sur la table et que les votants, les électeurs qui arrivent, qui doivent choisir. On est aujourd'hui passé à un bulletin unique. C'est déjà un effort. Maintenant, il faut qu'on avance, la biométrie et tout ce qui se met au niveau de l'élection. Je crois que la RDC a donné une leçon, mais le modèle reste à parfaire. Vous savez, si vous permettez, je pense qu'en revenant sur le président Kabila, le président Kabila a une construction humaine et donc politique qui est une construction de combat. Très jeune, c'est un homme qui s'est retrouvé j'allais dire, dans des circonstances, entre guillemets, d'engagement, avec comme, j'allais dire, source d'inspiration idéologique de Kabila père, le lumumbisme, l'idéologie de Moulele, Che Guevara, etc. Donc il y a un background un peu, j'allais dire, lutteur pour la libération, jusqu'à la manière dont il est arrivé au pouvoir. Les rares échanges que j'ai pu avoir avec lui, j'ai senti un homme qui était un patriote, un panafricaniste, mais à la tête d'un pays qui est un pays extrêmement stratégique pour le monde. Extrêmement stratégique, parce qu'il faut quand même se souvenir que l'anglais devient une langue officielle lorsque il y a le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. Et l'une des zones qui avait suscité énormément de convoitises et de débats, c'est la sous-région aujourd'hui qu'on appelle le bassin du Congo. Et vous devez savoir que nous sommes dans la partie la plus riche, sinon la plus riche du monde. Quand vous regardez la planisphère, regardez la carte de l'Afrique, regardez cette bande verte qui part de la côte ouest africaine, l'équateur jusqu'à la côte est. C'est cet endroit où il y a le plus de richesses en sous-sol, les terres rares, de l'espace, de l'eau, la forêt, et nous sommes sous-peuplés. Vous voyez? Donc, et au cœur de cette zone, il y a la RDC. Donc, un homme aussi jeune qui se retrouve dans un pays qui, par le passé, était, j'allais dire, classé comme étant base stratégique de l'OTAN. Un pays dont l'uranium qui a servi à fabriquer les bombes atomiques qu'on a larguées sur Hiroshima et Nagasaki viennent de la RDC. Un pays qui a permis à la Belgique d'accéder à la technologie de l'atome, puisque dans un accord entre les États-Unis et la Belgique, puissance colonisatrice, pour pouvoir livrer l'uranium aux États-Unis, il y a eu cet accord. Moi, je suis heureux que ce genre de débat se fasse. Il faut les multiplier. Donc, c'est un homme qui savait le défi que cela représentait, non seulement pour lui, pour son pays, mais aussi pour l'Afrique, parce que c'est un pays sous-continent. Donc, les résistances qu'on a pu sentir, pour moi, je pense que c'était beaucoup plus une approche plus ou moins stratégique. Et pour terminer, une des leçons aussi, ce sont les débats qu'on a eus en RDC. La diversité des débats, la liberté des débats sur les chaînes de télévision. Alors,
nous aurons une élection présidentielle dans 24 mois, voire peut-être moins. Alors tirons également les leçons pour que les acteurs politiques puissent débattre. Nous avons une caractéristique en Afrique, cher ami, c'est souvent cette espèce de doute systématique, d'a priori défavorable que l'on a vis-à-vis des acteurs politiques. Peut-être qu'à un moment donné, Fayulu et les autres avaient ce doute, mais finalement, à force de débattre, ils se sont rendus compte que finalement, ça ne servait à rien d'avoir un doute, et avançons. Donc, c'est une des leçons également qu'on peut retenir. On va donner en dernier lieu la parole à M. Constant Ibarapéa avant de marquer une pause. Très rapidement, excusez-moi, ne vous plaignez pas. La RDC est désormais un modèle en termes d'organisation des élections présidentielles en Afrique centrale? Mais ma posture est très mitigée. Il a forcément un avis contraire, je le connais. Ce qu'il faut saluer, c'est en deux petites minutes. Le calme qui a eu tout au long de cette élection. Okay. On n'a pas enregistré les morts. Mais je dois rendre un hommage appuyé, très appuyé même, aux forces sociales et politiques, en particulier à la Lucha et l'autre mouvement, là, la Cinco et autres. Parce qu'en réalité, c'est ça la souveraineté d'un peuple. La souveraineté ne se marchande pas. Lorsque vous avez en face de vous un régime à la fois oppressif et répressif, ne vous attendez pas qu'on va vous servir la liberté sur un plateau d'or. En réalité, n'eût été la puissance et la vaillance de ces populations et à l'opposition aussi, qui à un certain moment a pu mettre l'ego de côté pour lutter sur l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi? Lutter contre un troisième mandat de Kabila qui n'a pas laissé ça de gaieté de cœur. Il y a eu des pressions énormes. D'ailleurs, à partir de quel moment il fait son annonce qu'il ne sera pas candidat? Après un voyage éclair à Luanda. C'est ça ce qui explique même le fait que Tshisekedi remplace sa première sortie là-bas. Mais au-delà de ça, lorsque vous regardez les élections, moi j'ai eu un sentiment d'arrière-goût. Pourquoi? Lorsque vous avez commencé le contentieux électoral, le processus électoral, avec la convocation du corps électoral, et ça doit terminer avec le contentieux, on doit utiliser toutes les voies. Et lorsqu'il y a le doute qui s'installe, on écoute les partis, le meilleur moyen chez moi, c'est le recomptage. Et Fayulu, on a demandé, allons au recomptage. Et puisque lorsque vous regardez même dans le fond, il y a eu changement de la continuité. Moi, je suis surpris que les gens disent, ben voilà, c'est un modèle d'alternance. En réalité, il y a eu un bricolage. Et rien de plus sérieux se construit sur le bricolage. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. Dans la délégation du président de... en une minute, M. Barapéa. Dans la délégation... Je vais chuter le truc. Dans la délégation de Tshisekedi, M. le président Tshisekedi, on a retrouvé les grands barons du Kabylie, de la Kabylie, comme on appelle en RDC. J'ai vu, peut-être que j'ai mal vu. Sinon, j'ai vu M. Chioki Tundu, qui était ministre des Affaires étrangères du Kabila. Il a aussi hérité des démocraties. Alors, doucement, mais non. Ici, il y a un problème idéologique. Non, attention. Voilà pourquoi il y a eu alternance sans alternative en réalité. C'est une alternance de façade. Et là, on risque de se retrouver dans la situation du Congo d'avant 94-80, c'est-à-dire de post-électoral de 92. Parce que lorsque les gens construisent les accords sur une base, je dirais, opportuniste ou de connivence, la finalité, c'est qu'on va retomber dans une restauration autoritaire. Merci, chers invités. On va marquer une pause et on reviendra juste après pour poursuivre notre débat. Merci, chers téléspectateurs, de rester avec nous.